Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Krugère. Sortez. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez cet animal ? Un éléphant peut-être ? Non, un ours ? Non, un hippopotame. Ah, Un quatuor de saxophone, c'est Pierre Vellone, c'est l'hippopotame. Et comme votre livre, Les gastronomes de l'extrême, s'ouvre sur une magnifique citation de Jules Verne, où il évoque les pieds d'hippopotame à la Sainte-Ménéhould. Vous avez goûté déjà ? non, mais c'est une boutade de la part de Jules Verne en l'occurrence, parce que en fait, il voit en l'hippopotame un cochon géant. Bon, les deux animaux sont quand même assez différents. Alors, on pourrait raisonner par analogie avec l'éléphant, puisque Alexandre Dumas, lui, avait creusé la question des pieds d'éléphant, sachant que dans ce cas-là, il y a un double défi, c'est d'abord de les attendrir, ensuite de leur donner du goût. Les attendrir, ça veut dire les laisser dans l'eau très très longtemps et les faire cuire pendant plusieurs heures. Et puis ensuite, bien sûr, il faut les épicer. De l'avis général, parce qu'il y a d'autres voyageurs qui ont goûté à de l'hippopotame, de l'avis général, c'est assez fade, d'où l'idée de mettre généralement dans la cuisson soit du madère, soit du porto, soit du vin, et quand même beaucoup d'aromates. Alors, Bruno Fulini, vous avez différentes activités. Vous êtes par exemple maître de conférence à Sciences Po, vous êtes un haut fonctionnaire, mais vous avez une passion pour la gastronomie, et en l'occurrence pour la gastronomie de l'extrême. Vous avez publié de nombreux ouvrages, mais là en l'occurrence, il y en a un qui a été publié récemment qui s'appelle donc Les gastronomes de l'extrême, et qui évoque des recettes assez intéressantes avec des écrivains voyageurs, donc de Jules Verne jusqu'à Alexandre Dumas, mais qui passent par des auteurs moins connus, comme l'auteur qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, qui est Hector France. Alors, qui est Hector France ? Alors, Hector France, c'est un de ces touche-à-tout qu'on oublie facilement parce qu'il n'appartient pas à un domaine et un seul. C'est un curieux, c'est un homme qui a donc vécu au 19e siècle et qui est mort en 1908, un Français. Il est le fils d'un député et son père était un gendarme qui a été envoyé aux Antilles et qui a été extrêmement choqué. À l'époque, c'était avant 1848, l'esclavage avait été rétabli. Il a été extrêmement choqué de voir la façon dont on traitait les Noirs aux Antilles françaises. Et donc, il est entré en quelque sorte en rébellion contre l'État. Lui, chef d'escadron de gendarmerie, il a amorcé une carrière politique du côté des abolitionnistes et il est devenu député. Et Hector France va suivre un petit peu le même chemin, c'est-à-dire que Hector France va être un officier de l'armée française. Un spahi. Alors, il a fait le Prytanée, c'est un officier de cavalerie, il va entrer dans les spahis et donc servir en Afrique du Nord après la conquête d'Alger. Sous le Second Empire, donc, il voit vraiment l'installation d'un pouvoir français, non seulement sur Alger, mais sur l'ensemble du territoire algérien. Et de la même façon, il va se montrer très critique et il va écrire des romans. Alors, son œuvre est très hétéroclite. On a des romans coloniaux, mais en même temps anticolonialiste, et ça c'est vraiment très pionnier puisque nous sommes dans les années 1880, et puis aussi des romans anticléricaux, et puis des récits de voyage, et enfin un certain nombre de reflets de la vie en Angleterre, parce que notre Hector France, tout officier qu'il soit, au moment de la Commune, eh bien, va être plutôt du côté des démocrates, et donc va devoir quitter le territoire. Il va vivre assez longtemps en Angleterre, et il nous a laissé pas mal de pages là-dessus. Et il a laissé en particulier des pages sur les horreurs de l'alimentation, dont celle qu'il avait connue au moment de la Commune. Alors, il est certain que la Commune, et avant même la Commune, le siège de Paris, ça a beaucoup ému, transformé la vision des Français sur l'alimentation. Ça a fait tomber un certain nombre de tabous, parce qu'il faut s'imaginer ce qu'était Paris sous le Second Empire. C'était vraiment la ville lumière, le phare du monde, la ville des plaisirs, la fête impériale. Et en quelques mois, eh bien, on se bat pour c'est-à-dire pour entre septembre 70 et janvier 71. Voilà. Et là, il y a vraiment un basculement complet. Les Parisiens vont, comme on le sait, vont tenir. Et c'est
pour ça qu'ils vont avoir du mal à pardonner aux Versaillais et à Thiers d'avoir cédé aux Allemands, parce que ce sont, comment dirais-je, les Parisiens et leurs canons qui ont tenu la ville et qui ne se sont pas rendus. 135 jours. Et c'est seulement après coup, par traité, que les Prussiens ont pu entrer dans cette ville qui ne s'était pas rendue, d'où ce fort ressentiment. Et si la ville a tenu, c'est parce que non seulement on a combattu, mais on a utilisé absolument toutes les ressources. Et le problème de tout siège, c'est bien sûr l'alimentation. Et là, donc non seulement les animaux domestiques se sont faits très vite assez rares dans Paris, mais on est allé jusqu'à consommer les animaux du zoo, et en particulier, ça fait partie du légendaire du siège de Paris, Castor et Pollux, les deux éléphants donc du zoo, gentil, et bien du jardin des plantes, ont été fusillés, je dirais comme de vulgaires espions. On les a passés par les armes pour les découper et pour les manger. Et alors les grandes tables entre guillemets du siège de Paris servaient des rondelles de trompes d'éléphant ou des pieds d'éléphant. Il paraît le sajou, c'était remarquable, une espèce de petit singe. Oui, mais on a absolument mangé de tout, du kangourou. Et ce qui valait très cher, très, très goûteux, il paraît que les bouchers préparaient ça très très bien, c'était le rat. Je crois que le prix a atteint des sommets. C'est-à-dire que le rat, par contre, lui était assez abondant, donc on s'est mis à en manger. Les bibliophiles traquaient ceux qui pouvaient traîner dans leur bibliothèque. Et puis, il faut savoir aussi que, comment dirais-je, une fois qu'on a abattu les animaux du zoo, il y a quand même eu quelques gargotiers, pas très honnêtes, qui, sous couvert de trompes d'éléphant ou de quartiers d'hippopotame, ont servi des choses innommables. On a fait du pain, par exemple, avec une farine qui était extraite des squelettes qu'on extrayait des catacombes. Donc on pilait des ossements humains pour en tirer quelque chose qui était censé avoir des vertus alimentaires. Donc quand Hector France parle des horreurs de l'alimentation, il sait de quoi il parle. Oui, parce que il sait de quoi il parle, et ses lecteurs savent à la fois qu'on peut manger des horreurs et puis que ça peut permettre de survivre dans des conditions extrêmes. Donc l'expérience du siège de Paris et puis l'amorce d'une colonisation vont se rejoindre dans quelque chose qui va donner à Hector France l'envie de faire un livre. Alors ce livre, il ne réussira pas à le publier, mais il va utiliser les matériaux de ce livre dans une rubrique récurrente qui va paraître en 1903 dans un média assez extraordinaire qui est le Journal des Voyages. Le Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, rue du Croissant, était ce journal magnifiquement illustré avec des gravures dignes des meilleurs Jules Verne, qui visait à donner envie aux jeunes Français de partir aux colonies, d'aller voyager. Et donc il y avait un mélange de savoir géographique, de brèves, et puis des récits qui étaient largement romancés, qui racontaient des aventures au bout du monde, sur tous les continents. Coloniale, quand tout sera démoli, laissera dans la capitale un bobard vraiment joli. Si vous trouvez dans la rue un raseur, un créancier, pour abréger l'entrevue, il y aura qu'à lui chanter. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies, en Afrique, en Asie, chez le Raja ou le Sultan? Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. La girafe, c'est mal fichu, mais on sèche son linge dessus. Et le serpent, c'est moins méchant que ta femme qui gueule tout le temps. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps. Alors Bruno Fulini, là on est beaucoup plus tard dans le temps, même s'il y a eu une exposition coloniale au XIXe siècle, il y a dans cette chanson, dans le texte de cette chanson, un petit peu l'état d'esprit dans lequel Hector France se trouve. Alors en tout cas les contemporains d'Hector France, c'est-à-dire que là-bas c'est la belle vie. La chanson est vraiment très satirique, hein. C'est pas du tout incitatif, hein. Il y a deux façons de le voir. Disons que nous, elle nous fait sourire en tout cas. Il y a toute une propagande à cette époque-là pour colporter ces idées, quand même, que c'est une vie facile, qu'on s'enrichit rapidement. Et puis cette idée, alors là, qui évidemment est en rupture complète avec notre vision du monde à nous aujourd'hui, c'est que là-bas, il y a une nature inépuisable. On peut se servir dans cette nature, à la fois pour produire, pour transformer et pour s'alimenter. Et c'est pour cela que dans tout récit de voyageurs du
19e ou du début du 20e siècle qui se respectent, il y a des pages et des pages où on chasse les espèces les plus magnifiques, les espèces les plus prestigieuses, et souvent où on goûte ces espèces-là. Donc Hector France, il est héritier de ça. Cette chanson de Tramel, c'est quasiment Tartarin de Tarascon. On est dans cette ambiance-là. Oui, mais c'est l'ambiance de la France, de la Troisième République, qui ne doute pas du tout d'elle-même, qui pense qu'elle apporte la civilisation et qui a cette fierté aussi. Après le désastre des empires, finalement, c'est la République qui a bâti un véritable empire. Il faut voir que la France, à l'époque, contrôle 1/10 des terres émergées. Et dans les écoles, on apprend assez peu ce qui se passe aux États-Unis ou à l'étranger. En revanche, eh bien, outre les préfectures et les sous-préfectures, eh bien, on apprend les limites de cet empire colonial qui est gigantesque. Alors, la limite, c'est que les Français ont un peu du mal à y aller. Ils se sentent bien en métropole et sans les Bretons, les Basques et les Corses, la France aurait vraiment eu du mal à peupler ou en tout cas à encadrer cet empire. Les Alsaciens et les Lorrains. Tout à fait. Et est-ce qu'ils ont appris à danser la danse des sauterelles? En tout cas, ils ont appris à les croquer. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Krugère. Donc nous voyons danser les petites sauterelles d'Ernest Boucalossi, mais on peut les manger aussi. Oui, Hector France, membre de la Société française d'insectologie, parmi ses multiples casquettes, eh bien, recommande de façon générale les insectes. Et il rappelle d'ailleurs que s'il y a dans la Bible un interdit sur les insectes, ce n'est pas un interdit général, puisque sont permis les insectes qui ont des jambes, c'est-à-dire des pattes qui sont au-dessus du corps. Pas les insectes rampants, mais les insectes sauteurs, en quelque sorte. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, il considère que la fameuse manne qui a sauvé les Hébreux dans le désert, c'était sans doute un nuage de sauterelles juteuses, craquantes. Et donc, dans sa rubrique des horreurs de l'alimentation du journal des voyages, Hector France tient assez longtemps sur la question des sauterelles, parce que les voyageurs ont des avis partagés. Certains ont trouvé que c'était pas fameux, d'autres les comparent aux crevettes. Livingstone explique que ce qui est bon, c'est la sauterelle femelle et surtout ses œufs. Et il considère que les œufs de sauterelle femelles sont comparables au caviar. Il faut les poivrer, les saler? Alors c'est déjà assez relevé, et d'ailleurs certains auteurs considèrent qu'il vaudrait mieux utiliser la sauterelle uniquement comme condiment, sous la forme de poudre. Alors après on peut les manger crus, ça dépend des variétés, et encore une fois, il vaut mieux que ce soit des femelles, et des femelles assez grasses en fait. Donc certains les mangent crus, d'autres les font frire, il y a des recettes à l'étouffer, il y a des recettes à la braise, il y a des recettes dans la saumure, un petit peu l'idée c'est, c'est de les rendre croustillantes en fait, et aussi moins répugnantes à la vue, parce que le problème c'est surtout la vue pour un occidental. Et vous, Bruno Fulini, vous les préférez comment? Moi je serais plutôt hanneton que sauterelle. Si on est végétarien, Bruno Fulini, est-ce qu'on a le droit de manger des sauterelles? Alors, c'est une casuistique délicate. La sauterelle étant un être vivant, je ne sais pas, il y aura peut-être des débats entre végétariens, végétaliens sur cette question. La sauterelle étant herbivore, on peut peut-être considérer qu'elle est quand même l'émanation directe d'une végétation, contrairement à d'autres insectes qui eux-mêmes mangent des insectes. Il y a peut-être une distinction à faire. Est-ce que les sauterelles ont une âme? Les sauterelles ont une égrégore, puisque la sauterelle est rarement solitaire, et donc il y a un esprit collectif du nuage de sauterelles, et c'est pour cela aussi que les mangeurs de sauterelles s'intéressent à cet animal, c'est que quand il y en a beaucoup, et donc il y a la possibilité de faire toute une friture, de faire un plat, de nourrir tout un groupe ou tout un village. Et les fourmis?
Alors les fourmis, c'est très différent. D'abord, il y a plusieurs types de fourmis. Certaines ne sont pas mangeables, d'autres peuvent être préparées un petit peu comme tous les insectes. Et puis Hector France nous signale une variété très particulière qui peut être utilisée en dessert. C'est une variété de fourmis qui existe en Amérique centrale, nous dit-il, et sont des fourmis dont certains membres de la colonie font du miel, ou en tout cas emmagasinent du miel dans leur abdomen qui se trouve complètement déformé en fait. Mais d'ailleurs, ce sont des fourmis qui continuent à nourrir aujourd'hui, Oui. et même les plus grands restaurants, puisqu'il y a des plus grands chefs qui sont inspirés par cette alimentation. Et on en parle aussi comme nourriture de l'avenir. Tout à fait. Vous les entendez venir jusqu'à notre table ? C'est-à-dire qu'elles reviennent. Il y a eu une petite mode de l'insectologie, comme on disait, à la fin du 19e siècle, qui est retombée. Et aujourd'hui, on commence à reparler d'entomophagie. Alors, pas tellement d'un point de vue gastronomique aujourd'hui. L'argument principal, c'est l'expansion démographique de l'humanité qui fait qu'on a peut-être une réserve de protéines intéressante là. Et puis il y a peut-être une part de snobisme aussi. J'avoue que j'ai été étonné de voir des sucettes à la vodka incluant des fourmis entières dans des grands magasins parisiens. Ça existe. Et là, il ne s'agit pas de lutter contre la faim dans le monde. C'est plutôt une façon d'affirmer sa différence quand on exhibe ce genre de sucreries, de bonbons. Mais c'était déjà le cas du temps d'Hector France. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté aussi esprit fort. C'est pas du tout un hasard si Hector France était par ailleurs évidemment un anticlérical forcené. Parce qu'il aimait les fourmis. Il y a quelque chose d'assez singulier chez ce genre de grand voyageur qui revient au pays et qui raconte un peu ses aventures. Il aime bien choquer, il aime bien secouer les usages. Et puis c'est vrai que quand on a mangé des sauterelles, des fourmis, du tatou, de l'éléphant, eh bien ça remet aussi en cause un certain nombre de préjugés. Donc Hector France, quand il ne nous donne pas des recettes, eh bien c'est un homme qui réfléchit. C'est un homme qui est aux franges de l'utopie, tout simplement, et qui se dit, nous avons peut-être à travers des plats que bêtement nous rejetons par pur préjugé, la possibilité de faire reculer la pauvreté, la faim, et éventuellement de découvrir aussi des plaisirs nouveaux. Et il y a aussi l'idée d'être moins ethnocentré. Oui, et ça c'est l'échange paradoxal lié à la colonisation. Un Hector France fait un très mauvais colon et un très mauvais colonialiste, puisque ce qui domine chez lui c'est l'humanisme. Mais cet humanisme serait resté théorique s'il n'était pas allé sur place et s'il n'avait pas été choqué par un certain nombre de choses, et puis aussi charmé par des usages, y compris des usages alimentaires, qu'il va ramener. Et d'ailleurs, les gens comme Hector France ont gagné, parce que si vous allez aujourd'hui dans n'importe quel quartier de Paris, tout ce qui est proposé est aromatisé, influencé par l'Orient, par les îles, par l'Asie, par l'Afrique. S'il y a vraiment un domaine dans lequel les échanges culturels ont été finalement rapides et acceptés, c'est bien la nourriture, c'est bien l'alimentation. Alors, il y a la chanson de Jeski que vous connaissez, Abdelkader, qui a été créée en 1930 pour célébrer le centenaire de la conquête de l'Algérie. Je vous propose de l'écouter et vous verrez que là aussi, il y a un sous-texte un peu provoquant. Ces trésors dont nous sommes ces merveillés, qui nous laissent à gagner le père Bugeaud et ses troupiers. Si vous oubliez ces héros d'autrefois, vos femmes, je le crois, se rappellent mieux leurs exploits. Et lorsque son mari s'endort sans un béco, l'Algérienne aussitôt chante la casquette du père Bugeaud. Alors ça le réveille, mon ami dresse le bout de l'oreille, et sans rien oser lui demander, elle ajoute pour le faire rêver. As-tu vu dans l'histoire les victoires qu'ils ont eues, les grands-pères de nos poilus? Fais ton devoir et tâche d'avoir du poil aux yeux comme tes aïeux. Viens dans le Casbah, culbute là, ta belle Fatma. C'est ça qu'est Zouli, sitôt fini, Arwa Sidi. Rechante au pas de Jim, la Sidi Ibrahim, pour ta légitime. Patazim, 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 patazim. Y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Oh, si je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader. Quand on écoute ça aujourd'hui, il y a une vraie provocation. C'est stupéfiant. On lève son verre de vin à la santé de l'Algérie et de son visage, en quelque sorte, pour tous les Français, qui est l'émir Abdelkader. C'est une chanson très, très significative d'une époque. Elle a des côtés absolument navrants. Il y a une espèce de... Mais elle aurait pu être écrite par Hector France, parce qu'il y a un deuxième degré qui me paraît absolument évident.
Je n'en suis pas certain, dans la mesure où c'est quand même une chanson qui visait à célébrer le centenaire de la conquête. Je crois que c'est nous qui avons un tel recul par rapport à l'esprit colonial d'avant-guerre que ces choses-là nous font presque rire, tellement elles sont éloignées de notre vision du monde. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'Hector France, il a donné dans ses clichés, en particulier ses clichés de l'Orient, mais lui, il les a retournés. Il les a retournés, pas tellement par l'humour, mais plutôt en mettant en avant la violence. La réédition de Sur le Bournouf, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est grâce à Éric Dussert que ce livre, qui était devenu difficile à trouver et qui était peu connu, est de nouveau dans le circuit des librairies. Et c'est une série d'histoires en quelque sorte, qui s'égrènent, qui ont pour cadre cette Afrique du Nord où sont présents les Français. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces histoires qui sont des histoires violentes, on les voit beaucoup du point de vue des Français eux-mêmes. C'est-à-dire que finalement, cette violence, elle est en quelque sorte acceptée, elle est finalement constitutive de la prise de possession du territoire et de ce choc de culture qu'a été la colonisation. Alors, Hector France a été témoin de ça, il a transformer cela en une œuvre littéraire, et puis aussi, à partir des années 1880, de retour en métropole, il secoue un petit peu l'arbre métropolitain en disant, mais voilà, en Afrique, on mange ceci, on mange cela, on a des usages différents, ils ne sont pas plus idiots que les nôtres. Et de la même façon que les Anglais trouvent que nos grenouilles, c'est immangeable, et que nous trouvons que leur tarte à la rhubarbe, c'est une horreur, eh bien, nous sommes pétris de préjugés, et essayons d'évoluer sur ces préjugés. Donc il y a à la fois un relativisme d'un certain point de vue et puis aussi un optimisme utopique qui lui aussi est emblématique de son temps. Ce qui est intéressant chez Hector France, c'est qu'en fait il va dissocier les deux. C'est-à-dire que pour beaucoup d'hommes de la Troisième République, le colonialisme est en quelque sorte une conséquence du progressisme. Nous sommes en avance technologiquement, nous sommes en avance en termes de civilisation, donc nous avons le droit de conquérir d'autres territoires. Alors qu'Hector France va bien faire la distinction entre les deux. Et ça, c'est très, très intéressant d'un point de vue intellectuel. Ce qui est amusant par ailleurs chez Hector France, c'est qu'il ne va pas le faire tellement d'un point de vue théorique, mais il va le faire dans des cas concrets, soit des histoires humaines qu'il raconte en tant que romancier, soit tout simplement des questions alimentaires sur lesquelles il va disserter dans le journal des voyages. Et alors, par exemple, que nous fait-il découvrir ? Alors, nous avons parlé des sauterelles. Il tient aussi assez longtemps sur les hannetons. Alors, il n'est pas tout seul. Vous avez une préférence pour les hannetons? Les hannetons me fascinent parce que les hannetons, on en trouve aussi en France. D'ailleurs, la série Les horreurs de l'alimentation avait un petit côté interactif, c'est-à-dire que les lecteurs écrivaient et Hector France publiait les lettres de ses lecteurs. C'est ainsi que le grand écrivain Catulle Mendès a envoyé une lettre à Hector France qui a été publiée dans le journal des voyages. Et Catulle Mendès dit « Ah, mais vous parlez des hannetons. Moi, j'aime beaucoup les hannetons. Et moi, je les mange crus. » Et donc, il explique que quand vient l'été et qu'il trouve un arbrisseau plein de hannetons, il secoue l'arbrisseau, il les ramasse, il faut les décortiquer, mais l'intérieur du hanneton est suave, farineux, très très bon, et on croque, explique Catulle Mendès, le hanneton, qui a le goût d'un tout petit pâté qu'on aurait fait avec du hachis de poulet et du beurre sans sel. Et à la même époque, il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Hector France, et je pense que les deux se connaissaient, d'ailleurs Hector France l'évoque dans son texte, c'est le sénateur Testelin. Testelin, c'est un sénateur du Nord, donc rien de très exotique, mais c'est aussi un ancien chirurgien militaire, donc un homme qui a bourlingué et qui veut que ça se sache. Et un jour, il y a un débat sur les animaux nuisibles au Sénat, et emporté dans son élan, il explique qu'il faut préserver les hannetons, et il explique à ses collègues sénateurs comment on peut faire une délicieuse soupe de hannetons, et il donne la recette à la tribune du Sénat. De la restituer? Oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette recette, on peut la reconstituer parce que les débats au Sénat, sont retranscrits et publiés au journal officiel. C'est même la seule recette de cuisine qui figure au journal officiel de la République française, à ma connaissance. Voilà, le hanneton ne cause presque pas de dommages, il peut même vous rendre des services. Je vais vous indiquer, si vous voulez, un procédé pour faire un excellent coulis, un excellent potage. Prenez des hannetons, pilez-les, jetez-les dans un tamis,
Si vous voulez faire un potage maigre, versez de l'eau par-dessus. Si c'est un jour permis et si vous voulez faire un potage gras, versez du bouillon. Cela a un goût délicieux, apprécié des gourmets. Et vous savez que dans les comptes rendus de séance, il y a toujours des parenthèses qui sont un peu l'équivalent des didascalies au théâtre, ce qu'on appelle les mouvements de séance. Et là, on voit hilarité, légère rumeur, exclamations et rires. La séance du 12 février 1878 au Sénat français a été un petit peu perturbée par cette sortie bizarre du sénateur Testelin, que va saluer Hector France comme un propagateur de l'insectologie et en particulier du hanneton. Et les larves braisées à l'australienne, vous aimez ça? Alors ça, je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Pas encore. Non, c'est une recette évidemment d'aborigène que nous rapporte un correspondant. Karl Lumholtz, voilà, c'est ça? C'est ça. Et donc c'est tout bête. Vous faites de la braise et il faut mettre ces larves qui sont grosses. Ça ne marcherait pas avec des toutes petites larves. Des larves qui vont tout simplement grésiller. Et lorsqu'elles sont croustillantes, craquantes, eh bien c'est prêt. Si c'est prêt, on pourrait faire un petit voyage vers les nuits tropicales avec Suzy Solidor. Au hasard de leur long voyage, les matelots des grands bateaux abordent au souriant rivage et sur les langoureuses plages auprès des flots. Les matelots oublie l'angoisse des orages, donne ta main, femme aux yeux de gazelle, de ta tendresse, mon cœur a faim. Donne tes seins, maîtresse ardente et belle, donne l'ivresse, je repars demain. Alors, Hector France aimait aussi les reptiles. Oui, il ne mangeait pas que des insectes, il a fait l'apologie du chat, du chien et des reptiles. Et en Afrique du Nord, il y avait de très gros lézards que lui et ses compagnons mangeaient. Alors il précise bien que ça horrifiait les Nord-Africains, que c'était vraiment une fantaisie de leur part à eux, Européens, en goguette. Et donc il dépouillait ces reptiles et il les faisait frire. C'était des filets de lézard passés à l'huile. Il explique que c'est tout à fait délicieux. Il rappelle d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, sur une belle table, vous aviez un linguier. Et le linguier, eh bien, c'était une pièce d'orfèvrerie qui servait à présenter des langues de serpent. Et c'était un mets très apprécié dans la France médiévale. Et les langues d'ourson, c'est bon aussi, non? Alors les langues d'ourson, ça ce sont les explorateurs polaires qui ont ce genre de caprice, comme Amundsen par exemple. Ça ne se mange pas tout seul, généralement ça vient dans un bouillon, dans un potage. L'ours, en revanche, qu'il soit polaire ou brun, a donné lieu à des recettes extraordinaires. Et par exemple, chez un auteur amérindien du Canada, j'ai trouvé une recette extraordinaire de rôti de fesses d'ours qui fait rêver. Alexandre Dumas aussi recommandait l'ours, lui a donné une recette de pied d'ours. Les desserts, c'est le plus difficile parce que les fruits ont un petit peu pris la place de tout. Il faut aller chez les lapons pour trouver quelque chose de vraiment original, puisque les lapons, évidemment, traitent le renne, ne laissent rien perdre, utilisent tout dans le renne. Et quand on abat un renne, il y a beaucoup de sang. Eh bien, compte tenu de la température ambiante, ils font glacer le sang du renne et ça fait un sorbet assez revigorant. Délicieux. Oui. Écoutez, merci beaucoup Bruno Fulini. Vous nous mettez vraiment en appétit. Je suis très heureux de vous avoir accueilli pour parler de ces gastronomes de l'extrême et de parler un peu plus de cet Hector France qui est encore un peu mystérieux. Merci. Attention, vous, 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop. C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Krugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Jean-Michel Coqui, le mixage de Claire Levasseur et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1001 nuits
vous pouvez la podcaster, la télécharger et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture.